Bonjour à tous les quatre et ravi de vous retrouver en ce vendredi matin. Plaisir également de retrouver Christian Pinaudot. Vous êtes expert des incendies et des feux de forêt. Vous êtes un élément majeur ce matin parce qu'on a besoin de comprendre cette situation chaotique en Gironde où 8700 hectares ont été ravagés par les flammes. Ce matin, la préfecture a ordonné l'évacuation de l'ensemble de la presqu'île du bassin d'Arcachon, village après village, de Claouet jusqu'à la pointe du Cap Ferret. On a une évacuation par bateau en cours à la jetée d'Arcachon depuis la presqu'île du Cap Ferret. On verra cela en images, mais on imagine que c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont être évacuées le plus rapidement possible. 8700 hectares réduits en cendres, c'est une fois, quasiment deux fois la superficie de Bordeaux, c'est plus d'une fois la superficie de Nice. C'est comme si 83% de la superficie de la capitale Paris était réduite en cendres, ou encore 36% de Marseille. C'est dire la puissance de cet incendie. Le lieutenant David Marcy est également avec nous. Vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je vais me tourner vers vous, bien évidemment. Lieutenant, merci d'être en direct pour l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à 9h02 ce matin? Quelle est la situation sur place? La situation, elle est celle que vous décrivez depuis hier, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué. Aujourd'hui, elle atteint des points qui sont sensibles pour nous, puisque ça atteint le milieu urbain. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on ordonne des évacuations, en tout cas le préfet ordonne des évacuations. Cependant, il faut décorréler les images dramatiques du feu et les évacuations, puisque on a l'impression que c'est vraiment fait dans l'urgence et de manière désordonnée, alors qu'il n'est pas du tout le cas, puisqu'il y a des consignes qui sont données, des procédures qui sont respectées pour évacuer en ordre, calmement, avant éventuellement que potentiellement, il se peut, probablement que le feu arrive, mais ce n'est pas une certitude, donc il vaut mieux prévenir que guérir, donc on évacue. C'est-à-dire que vous dites que c'est de la prévention et que c'est une opération qui est pensée, anticipée par les autorités. La question que je me posais, c'est est-ce que dans cette région, c'était déjà arrivé une telle évacuation? Parce que je regardais dans cette presqu'île du Cap Ferret, habituellement, vous avez 8 à 9 000 habitants qui vivent à l'année. Sauf que l'été, on est en plein été, vous avez parfois 70 à 80 000 personnes qui séjournent là-bas. Vous savez, depuis ce qui s'est passé en 2022, les autorités locales ont pris les mesures nécessaires. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont dit, si ça devrait arriver, comment on s'organise. Tout le sujet de l'anticipation, de la prévention, de la prévision, au cas où on devrait faire face à cette situation, qui aujourd'hui, donc du coup, ils font face. Et c'est là où on met en place tous les dispositifs qui ont été réfléchis en amont pour éviter cette fameuse prise de panique, et qui peut malheureusement, du coup, apporter un drame, d'où la nécessité de le faire dans le calme et de rassurer la population sur ces évacuations. Vous avez parlé justement de l'incendie de 2022 en Gironde. Je rappelle que par exemple à la Teste de Buch et Landiras, c'était plus de 20 000 hectares qui avaient brûlé. On est quasiment 4 ans jour pour jour puisque le début des incendies datait du 12 juillet 2022. On avait eu l'évacuation sur l'ensemble de l'été 2022 de près de 50 000 personnes. 1300 pompiers étaient mobilisés au plus fort des incendies avec des moyens aériens très importants. Est-ce que cet incendie en 2026, 4 ans plus tard, est plus ou moins virulent qu'il ne l'était en 2022 ? Vous savez, ce qui fait qu'un incendie soit virulent, c'est comme on le dit depuis toujours, hein, ça va être la force du vent. Cependant, avec un peu de chance, on a des orages qui arrivent. Avec encore un peu de chance, ils vont tomber au bon endroit. Et après, avec moins de chance, on aura des orages secs, très venteux, et qui peut encore faire évoluer le feu de façon défavorable.
C'est la question du vent aussi qui est aujourd'hui le premier ennemi des pompiers mobilisés. On a appris également ce matin que la sécurité civile, que les autorités publiques appelaient à la mobilisation aussi de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant? Et merci encore une fois de nous apporter toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Alors, l'aide de l'Union européenne est toujours la bienvenue puisque, bah, quand, ils ont besoin donc quand d'autres pays de l'Union européenne a besoin de la France sait répondre. Bah, cependant, j'ai envie de dire que la réciprocité est juste tout à fait normale et puis, bah, voilà, donc c'est un mécanisme qui est à notre disposition, qui est à la disposition et donc du coup, bah, il faut s'en servir bien évidemment. En termes de moyens techniques, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de plus que vous n'aviez pas en 2022, lieutenant? Alors, ce qu'on a de plus aujourd'hui, vous savez, les moyens techniques, la nouvelle technologie va très vite. Aujourd'hui, on a, pour vérifier des points chauds, on a des drones, puisque la nuit, bah, nous n'avons plus de moyens aériens, donc du coup, c'est les drones qui se mettent en action. Ça nous permet d'avoir une vision de haut de ce qui se passe en bas. Donc ça, c'est vraiment un plus. Les détections d'incendie, puisqu'il faut rappeler aussi que voilà, heureusement, nous avons que quelques pourcents, à peine 3% d'incendies qui prennent ces ampleurs sur le territoire, puisque 95 à 97% des incendies sont arrêtés à moins de 5 hectares. Et ça, c'est grâce à notre doctrine, donc l'attaque massive sur feu naissant. Et c'est pour ça que aujourd'hui, bah, potentiellement, on parlait de la flotte aérienne de l'Union européenne, et ben, elle va pouvoir s'inscrire dans le dispositif national qui potentiellement aujourd'hui va peut-être devoir nous amener à aller quitter le chantier de Gironde ou dans les Landes pour aller attaquer un feu naissant pour éviter de se retrouver avec un quatrième, cinquième chantier d'importance, quoi. D'expérience, David Macri, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que les pompiers, qui font un travail admirable sur le terrain, arriveront à maîtriser cet incendie qui frappe la région du Cap-Ferret? Vous savez, on dit qu'un incendie, quand on parle d'un incendie, c'est un événement qui est incontrôlable dans le temps et dans l'espace. Donc, qui serait bien malin de vous dire aujourd'hui, bah, demain ou après-demain, ce sera terminé. Ce ne sera pas mon cas, en tout cas. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très prudent et il faut être humble, puisque, comme on le sait, nous, chez les pompiers, on le sait très bien, un feu peut très bien être contenu. Regardez ce qui se passe dans le Var. Pour autant, il n'est toujours pas fixé. Pourquoi? Puisqu'encore une fois, le vent attise. Et c'est pour ça qu'on en appelle à toute la vigilance, bah, des concitoyens, puisque au-delà de ces interventions, j'aime aussi rappeler que nous assurons aussi le quotidien. Et ça veut dire que voilà, les interventions s'enchaînent. Mmh. Très rapidement, et ce sera ma dernière question, mais c'est aussi pour nous, le commun des mortels, on a du mal à comprendre, on est sidéré par cette virulence et la rapidité avec laquelle cet incendie se propage, puisque hier soir encore, très tard dans la nuit, on parlait de 4800 hectares qui étaient réduits en cendres, et on est passé de 4800 hectares à 8700 hectares. Donc on a quasiment doublé ces feux en l'espace de quelques heures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a pu aller aussi vite cette nuit, le lieutenant? Alors, il y a probablement beaucoup de paramètres, hein. Là, on voit par exemple que ça va toucher un milieu urbain. Donc, la priorité des pompiers, ça va être de sauvegarder les personnes et les biens. Et dans un deuxième temps, ou dans un troisième temps, ça va être l'environnement. Donc potentiellement que l'environnement, dans un premier temps, ben, on va pas dire n'est pas mis de côté, mais c'est pas une priorité absolue. Donc c'est pour Exactement. ça que ça peut aller vite. Ensuite, il y a le vent. Le vent qui vient, pousser ces feux, les attiser. Et enfin, la nuit, c'est aussi plus compliqué, on manque de visibilité, les opérations elles peuvent être dangereuses, donc il y a aussi la sécurité des intervenants à assurer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et si vous voulez, tous ces paramètres bah, sont mis dans un chapeau et c'est pas du tirage au sort, c'est-à-dire que c'est réfléchi et on va dire que c'est posé par les commandants des opérations de secours qui va prioriser les actions. Et donc oui, ça peut aller très vite, ça peut être très fort. Il y a aussi le fait que la végétation a très souffert par les canicules à répétition. Et puis,
il y a le combustible. Un pain, c'est facteur d'essence et donc automatiquement de l'inflammation et de l'auto-inflammation qui est importante. Et vous avez raison de préciser que les autorités, les pompiers qui sont sur le terrain font de la protection des personnes la priorité absolue. Et quand on parlait des incendies en juillet 2022, c'était des incendies inédits de par leur virulence et le nombre d'hectares qui ont été brûlés. Il faut noter qu'il y a eu zéro blessé chez les civils. En revanche, d'ailleurs, c'est au péril de la sécurité des pompiers qui, au péril de leur vie, sont allés nous sauver, puisque 25 blessés étaient recensés du côté des pompiers en 2022, et que déjà, depuis le début de l'été, on recense cette année 3 pompiers qui sont décédés. Vous avez appelé à l'humilité, David Macri. Est-ce que j'ai manqué une question? Est-ce que vous souhaitez préciser quelque chose dont nous n'avons pas parlé ce matin avec vous, lieutenant? Oui, tout à fait. En termes d'humilité, cependant, voilà, il y a ce qui se voit. On le dit toujours, hein, il y a ce qui se voit, ce qui brûle, le nombre d'hectares, le nombre de maisons potentiellement touchées. Mais vous le rappelez, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les opérations, elles se passent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 personne et on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts sur cet incendie au niveau de la population. Malheureusement, on paye un lourd tribut au niveau de nos troupes et qui est dramatique. Et il faut rappeler cette valeur qu'on a dû sauver, c'est-à-dire que effectivement, on a peut-être 30, 40, 50 maisons qui ont brûlé, mais combien n'ont pas brûlé? On a des hectares qui ont brûlé, mais combien n'ont pas brûlé grâce à l'action qui sont menées sur les terrains tous les jours, et que ce soit du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas uniquement pendant cette saison de feux de forêt ou quand les feux de forêt prennent une ampleur importante, puisque je rappelle, 97, 95, 97% des feux sont éteints très rapidement. Pourquoi? Parce que nous sommes mobilisés sur l'ensemble du territoire grâce à notre modèle de sécurité civile, puisque ça aussi c'est important. Si on peut déployer autant d'hommes sur le terrain, c'est grâce à notre modèle, puisque 80% des sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires. Et quand on pose la question, y a-t-il des volontaires sur les incendies? Mais il y a des volontaires de partout sur le territoire qui interviennent tous les jours. Et donc, c'est important de mettre en avant et c'est important aussi de remercier les entreprises qui permettent de libérer leurs collaborateurs pour pouvoir servir la nation, puisque ça aussi, c'est un geste qu'il faut souligner, puisque souvent on parle que de ce que l'on voit, mais on a beaucoup ce que l'on ne voit pas, comme nos personnels mécaniciens, nos personnels administratifs et techniques qui permettent aux gens d'aller sur le terrain. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, lieutenant David Macri, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, pour votre témoignage ce matin. On a une pensée, évidemment, pour les pompiers qui sont mobilisés. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews. Il y a une réunion de crise du côté du ministère de l'Intérieur, avec une prise de parole annoncée aux alentours de 9h20, 9h30 du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Je rappelle que l'information de ce matin, c'est la volonté d'évacuer progressivement la presqu'île du bassin d'Arcachon, de la commune ou du village de Claouet jusqu'au Cap Ferret, la pointe du Cap Ferret. Ça concerne donc une dizaine de villages sur cette presqu'île. Il faudra demander le nombre exact de personnes qui vont devoir être évacuées, mais potentiellement en plein été. C'est plusieurs dizaines de milliers de vacanciers qui sont présents. Et quand on voit cette image, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, sur la puissance de cet incendie, 8700 hectares qui ont été réduits en cendres en l'espace de quelques heures. Revoyons la précédente infographie, s'il vous plaît. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la droite, on voit également, c'est un graphique satellite, on voit Bordeaux. Et la superficie de Bordeaux. Et on voit cette tache orange, cette tache de feu qui est bien plus imposante que la ville de Bordeaux. Christian Pinaudot, expert des incendies et des feux de forêt. Qu'est-ce qu'on doit dire aux téléspectateurs, aux auditeurs ce matin? En fait, il y a plusieurs sujets. C'est un petit peu compliqué compte tenu du temps dont je dispose. Il me faudrait pas mal de temps. Et vous avez tout le temps ce matin, justement. On a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce feu-là, il est exceptionnel par sa virulence. Comme le disait l'officier de pompier là tout à l'heure, 95-98% des feux sont arrêtés avant d'avoir fait 2 ou 3 hectares. Celui-là, il y a un cocktail explosif absolument extraordinaire, puisque
Cet hiver, il a plu beaucoup, moyennant quoi il y avait une végétation, un sous-bois très abondant et très vert. J'y suis passé d'ailleurs au mois de fin mai, début juin, et tout était vert, si vous voulez, donc c'était relativement rassurant, puisque ça donne un sous-bois en général humide, c'est le propre de la forêt, mais ça a basculé très rapidement à cause de la chaleur. Donc ce sous-bois a séché très rapidement et est devenu un combustible terrible pour ça. En plus, c'est une zone, il y a eu une tempête en 99 aussi. Et donc, vous avez probablement des jeunes déboisements qui doivent avoir 15 ans, 20 ans. Ce qui fait que quand un feu rentre dans ce genre de boisement, il attrape la cime rapidement. Et un feu de cime, c'est déjà très compliqué à arrêter. Et si en plus il y a un vent, comme c'est le cas, tournoyant, c'est encore plus difficile à arrêter. Donc on a un système de lutte qui est parmi les plus performants de l'Union européenne. Même dans le monde, on peut dire, hein, très modestement. Donc, mais bon, voilà, il y a des feux qui vous échappent, qui nous échappent et qui sont particulièrement dangereux. Mais ce n'est pas une nouveauté. Le département de la Gironde est en lui-même le département qui compte le nombre de départs de feu le plus important. Dans le seul département de la Gironde, en moyenne, c'est 1500 départs de feu par an. La région PACA, c'est 600 par an. Vous voyez, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on sait que ce département-là est particulièrement dangereux, puisque vous avez, si j'ose dire, une navigation de la population entre Bordeaux et la côte. Arcachon, le Porge, Vendaille, Montalivet, Lacanau, jusqu'à Soulac. Vous avez une constante, un brassage, si j'ose dire, de population qui va en week-end. C'est constant. Et on sait que c'est... j'ai travaillé dans cette région pendant 40 ans, et on sait que le Médoc est particulièrement dangereux du fait de cette fréquentation. Le feu suit l'homme. Alors ça, c'est là où je voulais en venir aussi. Si personne ne met le feu, il n'y a pas de feu. Et c'est pas dû à la chaleur, et c'est pas dû au réchauffement climatique. Cette liaison de cause à effet n'est pas réelle. C'est l'action humaine qui provoque ces désastres. Alors, directement ou indirectement. Voilà. Réchauffement climatique, sécheresse, ce sont des facteurs aggravants. Mais Bien si sûr. vous ne mettez pas le feu... Il n'y a pas de feu. Moi, j'ai jamais vu les arbres se mettre le feu entre eux. Le soleil n'a jamais brûlé... Sinon, dans les pays tropicaux, où il fait plus chaud que chez nous, il faut le rappeler au passage, il n'y aurait plus de forêt depuis longtemps. Donc non. C'est la 80... Alors, la moyenne nationale, on dit 90% des feux sont d'origine humaine. Sauf que quand on arrive à juin, juillet, août, septembre, c'est plutôt 98%. Parce qu'évidemment, les incendiaires, là, il semblerait, dans les deux incendies... Un incendie accidentel, pour l'instant. Voilà, là, il semblerait que ce soit accidentel dans les environs de Somos, même si je note que Somos compte des départs de feu, je dirais, anormaux, en nombre. Et celui des Landes aussi est parti d'un fourgon qui a pris feu sur la route. Donc il y a entre les incendiaires volontaires, pyromanes, et puis les accidents, il y a une proportion, une probabilité compte tenu du nombre de population qui est forte. Je rappelle un petit détail quand même qui explique beaucoup de choses. On est passé en 20 ans de 66 millions à 69 millions d'habitants. Et l'été, c'est plus 100 millions. Hein, donc cette surpopulation peut provoquer justement des actions... C'est archi démontré. Non, mais j'entends, je suis pas prudent. Il y a une corrélation totale entre la présence humaine et les incendies. Bon. Hein, encore une fois, je le répète, si personne ne met le feu... Il n'y a pas de feu. Donc c'est aussi simple que ça. Donc tout ça fait que, même si le système est ultra performant, puisque c'est une forêt cultivée, très organisée contre les risques, évidemment, puisque faut savoir que c'est sur le plan économique, c'est le même chiffre d'affaires que les vins de Bordeaux, la forêt des Landes de Gascogne. Hein. C'est un des tout premiers employeurs. Donc c'est au-delà de créer en plus un environnement touristique agréable, paysager, etc., c'est derrière tout ça une économie extrêmement forte. Et de fait, cette forêt est un modèle
mondialement connu en termes d'organisation de DFCI, c'est-à-dire de défense des forêts contre l'incendie. Alors les expressions sont importantes parce que DFCI, c'est la mise en défense de la forêt, c'est-à-dire qu'on organise la forêt pour réduire au minimum la capacité de départ de feu. Deuxième aspect de la prévention, ce qu'on appelle la prévention limitation, c'est le débroussaillement. Autre sujet sur lequel je reviendrai au cours de l'émission, si vous le permettez. Donc ça, réduire les feux, c'est quoi? C'est quadriller la forêt comme en ville, des pistes partout, avec des carrés de... C'est le cas actuellement dans cette forêt-là. Ah, complètement. Sur 1 million d'hectares, hein, pas sur un jardin. J'ai bien compris. Sur 1 million d'hectares, vous avez 42 000 kilomètres de pistes. On quadrille. Avec des points d'eau tous les 300-500 mètres. Christian Pinaudot. Qui permet aux pompiers d'être très efficaces en temps normal. Christian Pinaudot est avec nous, expert des incendies et des feux de forêt. Ce que vous dites est là aussi très important parce que ça nous permet de mieux comprendre la situation. Et évidemment, on va vous poser toutes les questions autour de cet incendie ravageur qui a détruit déjà 8700 hectares dans la région et qui impose aux autorités en prévention une évacuation de la presqu'île allant donc de Claouet jusque à la pointe du Cap Ferret. On va prendre la direction justement et donner la parole à ces personnes qui ont été évacuées, et notamment Françoise Laborde qui est avec nous, qui est une consoeur, une amie, une habituée de ces plateaux et qui m'a appelé ce matin et je l'en remercie parce que Françoise a été évacuée. Courte pause, Françoise, on vous retrouve dans juste quelques secondes et vous allez nous raconter ce que vous avez vécu cette nuit puisque vous avez été évacuée de la pointe du Cap Ferret. À tout de suite.